Bienvenue sur le podcast Flamboyante, le podcast des femmes qui entreprennent. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'œuvre dans les univers de la stratégie, de la vision de marque et de la communication depuis plus de 23 ans. Je suis fan de projets entrepreneuriaux, de créativité, d'innovation et j'ai à cœur aujourd'hui de mettre en lumière des parcours entrepreneuriaux de femmes qui m'inspirent, de femmes remarquables, de femmes qui savent sortir des sentiers battus pour nous montrer des chemins de traverse totalement inattendus. Dans ce podcast, vous entendrez des épisodes très variés avec des parcours entrepreneuriaux très riches, des parcours partagé en mode thérapie entrepreneuriale. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur Instagram, sur LinkedIn et ailleurs. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Ah non, mais nous les femmes, c'est pas pareil. Ah bon ? Combien il te faut pour commencer ? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas ? Aujourd'hui, j'accueille une femme dont le métier n'est pas banal puisqu'elle et son équipe participent grandement à rendre visible la vie économique de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Laetitia Blanchard est la directrice du média des affaires L'Informateur Judiciaire après avoir engrangé une solide expérience en développement marketing et commercial au sein d'un grand groupe d'agroalimentaire et vécu une expérience entrepreneuriale qui sera le ciment de sa vie professionnelle d'aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Informateur Judiciaire, il s'agit d'un journal bimensuel qui à la base publie des annonces légales et couvre l'actualité économique, juridique et fiscale. Mais on va voir avec Laetitia qu'elle a fait beaucoup évoluer ce format. Soutenir les chefs d'entreprise et les dirigeants en les mettant en lumière, raconter leurs histoires et encore rassembler les acteurs qui font le dynamisme du territoire sont les actions quotidiennes de l'Informateur Judiciaire à travers ses colonnes et son regard novateur. Je suis très heureuse d'accueillir Laetitia au micro de Flamboyante pour un épisode qui est pas banal puisque on n'a pas l'habitude de découvrir cette activité. Alors bienvenue Laetitia. Pour commencer, est-ce que tu peux nous partager ton humeur du jour ? Merci Sabine. Mon humeur du jour est plutôt ensoleillée Comme le temps. et légère. Ah génial. Ça c'est chouette. Est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites ? Alors effectivement, Laetitia, donc moi j'ai 45 ans, je suis maman de 2 enfants adolescents et je vis à Nantes depuis 20 ans maintenant. Je suis originaire du Nord, pas tout à fait le Nord, mais Amiens, donc dans les Hauts-de-France. Et j'ai démarré ma carrière professionnelle effectivement chez Unilever dans un groupe agroalimentaire dans l'ouest de la France en 2003. Donc j'ai effectué un parcours assez généraliste en école de commerce, en marketing et communication, avec un séjour à l'étranger au Canada. Effectivement, j'ai démarré la vie active dans le grand bain, grande distribution, avec une école de vente unileverienne, où on apprend beaucoup en termes de négociation, de développement sur les territoires. Ensuite, ah oui, tu es déjà partie, mais c'est très bien. Non, J'allais dire, est-ce que tu peux nous décrire justement dans les grandes lignes ton aventure professionnelle et comment t'en es arrivée à exercer ce métier, puisque là, on découvre déjà que tu as appris les rouages finalement du développement et de la vie des entreprises du territoire. Donc, comment ça t'a amené à aujourd'hui toutes ces expériences et qu'est-ce que tu as appris au sein de ce grand groupe notamment et puis après des autres expériences que tu as vécues? Alors, je pense que de nature, j'aime bien le défi, j'aime bien le challenge. J'ai toujours été assez compétitrice, que ce soit dans les activités sportives. J'ai eu quelques années dans ma jeunesse de gym et de basket avec des compétitions en région, donc je pense que ça fait partie de moi. Ensuite, j'aime partir d'une page blanche. Quand je suis arrivée dans mes premières expériences professionnelles chez Unilever, il fallait remonter toute l'activité commerciale sur les secteurs
de l'Ouest. Donc j'étais sur la Sarthe, l'Orne, le Calvados et la Mayenne. Donc avec un défi, un challenge et une concurrence très très agressive. Donc je pense que ça fait partie de moi aussi. La routine, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc et c'est pas pour autant que je vais être dans l'attente et d'un nouveau projet. Donc j'aime bien en fait me faire mon propre poste et ma propre idée de la fonction. Et je pense que j'ai toujours aimé aussi travailler en gestion de projet et avec beaucoup d'autonomie. Je pense que tout ça, tous ces éléments m'ont permis de gravir progressivement les postes et les expériences. Donc, Unilever a été une expérience de 7-8 ans, très riche, hein, puisque quand on arrive dans une société comme un groupe comme Unilever à 23 ans, forcément on est un bébé, donc on apprend beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup aussi de mes collègues, hein, puisque on est seul sur le secteur, mais finalement on est en partenariat avec nos collègues sur les différents autres départements, avec des réunions collectives, des réunions régionales, et puis ce qu'ils appellent des incentives, hein, des team building déjà à l'époque. Donc ces grands groupes justement ont eu beaucoup d'avance, hein, sur ce genre de pratiques, d'esprit collectif, de travailler en équipe et puis de stimuler et motiver les équipes pour arriver aux objectifs, hein. J'ai même pu, pour la petite anecdote, on a gagné un challenge en équipe et on a pu partir à Saint-Martin quelques jours avec le gain de cette activité. Donc voilà, c'est des petits moments comme ça qui permettent en fait de dépasser la difficulté, puisque dans ces métiers-là, c'est très difficile. Et puis, au bout de 7-8 ans, j'avais fait le tour. Il faut savoir qu'effectivement, quand on sort d'école de commerce, on a souvent la voie généraliste qui est de travailler dans la grande distribution et puis ensuite de gravir sur des postes compte clés ou marketing, communication. Moi, j'avais fait le tour de cette fonction-là. Je voulais pas avoir une étiquette grande distribution, donc j'ai profité d'un PSE pour sortir de cette expérience et de créer une entreprise avec une associée, hein, qui était à l'époque aussi dans la grande distribution. On s'était rencontrés de par nos différentes matinales, très très matinales de réimplantation surgelée. Donc forcément, ça forge et puis ça crée des liens. Et on s'était lancé dans cette aventure entrepreneuriale. Donc on avait toutes les deux, on était jeunes mamans, donc forcément on était assez inspirés par tout ce qui était enfant, bébé, et on avait regardé pour commencer à développer une ligne de produits pour bébés dans le bio, l'éthique, l'équitable. Et puis on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait déjà beaucoup de monde sur le marché, on ne nous avait pas attendu. Donc on est allé sur un secteur encore plus niché, sur le prêt-à-porter féminin, sur effectivement le concept produits textiles bio, éthique, équitable, avec multi-fournisseurs. On s'est lancé dans l'aventure en 2009, juste après la crise de 2008, sur un secteur de niche sur Nantes, avec une boutique en propre, hein, puisqu'on avait pris un pas de porte dans le quartier de Crest de Nantes. Une expérience assez furtive, hein, ça a duré 1 an. C'était le flash éclair, mais finalement ce qui en ressort, c'est une année d'activité commerciale dans un commerce. Finalement, c'était 3-4 ans de projet, travail de projet, d'études, d'expériences, et puis tout ce qu'on apprend dans les expériences précédentes, on les met en application, puisque on s'est assez amusé à cette époque-là avec mon associé, puisqu'on avait créé des happenings, hein, des partenariats avec d'autres commerces. On avait organisé des défilés de mode dans la rue de la Paix, des défilés de mode aussi à l'Alter Café à l'époque, au hangar à bananes, avec voilà, des copartenariats. Donc on s'est un peu amusé, mais c'était pas suffisant, hein, pour pouvoir faire venir le chaland dans nos boutiques. Donc voilà, au bout d'1 an, l'expert comptable nous a fortement recommandé de déposer le bilan.
C'est ce qu'on a fait puisqu'on était en cessation de paiement. Puis, comme beaucoup de commerces de prêt-à-porter, on sait qu'il faut avoir de la trésorerie pour pouvoir recommander des collections. Sur ce marché-là, c'est assez spécifique puisqu'on n'a pas quatre collections par saison, hein. C'est une collection par saison avec une marge qui est bien plus faible que la marge pratiquée dans le prêt-à-porter classique. Donc en fait, tous ces éléments ont fait qu'il fallait qu'on arrête vite avant d'être vraiment au pied du mur et catastropher les enjeux financiers. Donc rapidement, le passage au tribunal de commerce pour l'audience avec les juges, le président du tribunal de commerce, et puis c'est enchaîné le déroulé avec l'administrateur judiciaire qui a repris la gestion de cette affaire-là, le commissaire-priseur, la vente aux enchères du pas de porte, la vente du stock. Donc voilà, tout ça s'est enchaîné assez rapidement. Et puis effectivement, comme dans toute association, quand ça marche, c'est super. Quand ça marche plus, on s'entend un peu moins bien. Donc on s'est pas fâché, mais on s'est perdu de vue avec mon associé. On s'était réécrit, reparlé un petit peu après, mais forcément, c'est un petit peu comme un couple, quoi, hein. Il y a une séparation, on est un peu meurtri et il y a une petite cicatrice qui reste quand même. Et puis, la petite anecdote, donc une fois qu'on a fermé le rideau, il y a toutes les formalités juridiques qui s'en suivent. Tout chef d'entreprise qui est passé par là se reconnaîtra et s'identifiera. Et puis, je croise au supermarché, je croise une amie qui me raconte qu'elle a vu mon annonce passer de fermeture de boutique dans le journal. Donc évidemment, moi, grande surprise, pas forcément positive, hein, j'avais pas forcément envie que ce soit publié dans les journaux. On a honte dans ces moments-là, on a quand même ce sentiment d'échec. On se fait tout petit dans les rayons, donc elle me conseille d'aller acheter ce journal qui s'appelle L'Informateur judiciaire. Je mets un peu de temps à le trouver, puisqu'il faut savoir que pour ceux qui ont envie d'aller le chercher en kiosque, il n'y a que 2 ou 3 exemplaires en kiosque. Et à cette époque, on est en 2010, le journal est très léger, très fin et tout en noir et blanc. Donc je trouve ce journal et je cherche l'annonce. Je la rappelle, je lui dis vraiment, je suis désolée, je ne comprends pas où tu as vu cette annonce. Donc elle me réexplique que c'est une annonce légale, que ce n'est pas une annonce publicitaire comme on peut retrouver sur des quotidiens, qu'il faut savoir lire entre les lignes, puisque c'est des mentions juridiques, donc effectivement, normal que je ne comprenne pas. Donc voilà, ça c'était la petite histoire, mais s'ensuit que je découvre effectivement que mon annonce légale passe dans l'informateur judiciaire. Elle me dit et tu verras, tu en auras une autre dans un an pour la clôture de liquidation. Je dis super, vraiment ça me réjouit. Bon, puis il n'y avait pas de photo, pas d'image. Bon, ceci dit, c'était mieux que ce soit discret. Et quelques mois plus tard, donc j'étais en recherche d'emploi, évidemment, j'ai fait une petite période de chômage. Quelques mois plus tard, je vois sur le site de l'APEC une offre d'emploi, effectivement, de cette société d'informateur judiciaire, se présentant vraiment sous le journal d'annonce légale, avec comme client des prescripteurs autour des professions du droit et du chiffre, qui recherchaient une personne pour développer le journal et prendre à terme un poste de direction sur le journal. Bon, sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, j'en ai entendu parler, mon annonce de liquidation judiciaire est passée dedans, c'est un peu culotté, mais du coup, comme j'aime le défi, je vais y aller, je vais y répondre. L'intitulé de la mission m'intéressait, puisqu'on parlait quand même de développement, de mettre en place une stratégie marketing communication. Pourquoi pas, sachant que moi, du droit, j'en ai fait un petit peu en école de commerce, mais ça ne vaut pas effectivement une formation en droit comme les juristes, comme les formalistes. Et puis, le journal, enfin journaliste non plus, aucune expérience dans le journalisme. Donc j'y vais, je réponds à cette annonce, je suis reçue par le PDG à l'époque et le chargé de recrutement qui me dit, écoutez, vous êtes dans les 3 premières, et il s'ensuit que vous êtes l'élu. Bon, très bien. Et ben
OK, super. Et là, moi, un petit peu honteuse toujours de cette expérience de commerce que j'avais liquidé quelque temps avant, je me suis dit: «Est-ce que, ce n'est pas un frein à mon recrutement, le fait d'avoir, liquidé la boutique?» Absolument pas. Effectivement, aujourd'hui, je peux le dire que je ne lis pas non plus toutes les annonces légales, donc il n'avait même pas vu l'annonce légale. Tout ce qui l'intéressait finalement, c'était l'expérience, en grande distribution et cette école de vente univérienne et l'école de la vie aussi, puisque on a affaire à des interlocuteurs pas toujours très faciles en négociation et on apprend beaucoup. Voilà, donc je pars sur cette aventure. Donc à l'époque, on était en 2012, 4 personnes, locaux un petit peu vétustes, et puis un journal, une feuille de chou, comme on peut appeler, hein, on peut le dire. Hein, d'ailleurs, c'est souvent ce qui était ressorti de cette description, un journal qui était un peu austère, un peu poussiéreux, l'informateur judiciaire. Enfin, c'est pas Oui, quelque chose c'était pas de très fun. sexy. Pas du C'était tout. pas sexy. C'était pas sexy, c'était noir et blanc, très peu de Mmh. photos, mais enfin il y en avait, ça servait à rien, en noir et blanc, et puis Mmh. beaucoup d'annonces légales. Donc à l'époque, on avait quelques articles et beaucoup d'annonces légales, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mmh. Donc je pars quand même dans cette aventure avec un support à vendre auprès donc des professionnels du droit et du chiffre pour les inciter à publier les annonces légales dans ce support. Donc c'est vrai que je repartais d'une page blanche. J'avais Mmh. l'impression de revenir début d'Unilever avec un secteur à remonter. J'étais sur le même schéma, sillonner la Loire-Atlantique, avec des professions, que je ne connaissais surtout que de nom, mais je ne connaissais pas le métier. Donc il y avait déjà beaucoup d'avocats inscrits au barreau de Nantes. Donc là, j'ai fait le tour vraiment des popotes avec, mon bâton pèlerin et je suis allée faire presque du porte-à-porte pour, vendre le journal. Mmh. Et puis proposer les services de prescription, de publication d'annonces légales. Donc j'ai pas mal sillonné, j'ai pas mal visité, donc que ce soit les études notariales, les cabinets d'expertise comptable et les cabinets d'avocats, mais plutôt droit des affaires. Donc voilà, ça a été on va dire les 3 premières années entre apprendre ce que c'est qu'une annonce légale. Donc là, j'ai été beaucoup épaulée par les personnes de mon équipe qui étaient là à ce moment-là, hein, puisqu'il y a des personnes qui étaient là depuis 30 à 40 ans, donc qui m'ont, on va dire, formée sur les annonces légales. Et puis après, sur le journalisme, bon, j'y suis allée un petit peu comme ça, au culot, pour participer aux conférences de presse, puisque type de 4 personnes, donc j'avais quand même des pigistes, mais effectivement, c'était tout terrain. Donc, Mmh. Non, ben, merci pour ce parcours qui, on le sent, il y a quand même évidemment des liens, des anecdotes et cette aventure entrepreneuriale nous amène quand même le petit déclic, le petit symbole rigolo. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer en quoi consiste vraiment l'informateur judiciaire, son histoire, sa mission, ses bénéfices? Parce que moi je suis assez surprise que si peu de chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs connaissent ce journal. Je pense que si on n'a pas été accompagné par un avocat qui nous l'a montré, qui nous a expliqué que la création de notre entreprise allait être annoncée et publiée, je crois que c'est sous un mois hein, après avoir déposé le nom, il me semble, enfin de mémoire. Ou si on n'a pas liquidé, ben, on n'est pas au courant non plus que finalement on apparaît dans ce journal. Donc tout c'est un registre en fait quelque part hein, qui comptabilise et qui rassemble toutes les créations et toutes les cessations d'entreprise. Ça c'est la base du journal. Mais après, toi et vous, ton équipe, vous l'avez beaucoup upgradé et vous en faites un journal à part entière en fait. mmh. Alors effectivement, là, on a des, on va dire, contraintes réglementaires, puisque l'informateur judiciaire est à l'époque un journal d'annonce légale, ce qu'on appelle un JAL, mais aujourd'hui c'est un CHAL, un support habilité à recevoir et publier des annonces légales, donc c'est vraiment le jargon juridique. Donc ce sont des journaux privés, mais qui sont sous la tutelle de la DGMIC, hein, de la culture et la communication, puisque tout est réglementé, que ce soit le tarif de l'annonce légale, la mise en page des annonces légales et la répartition entre ce qu'on peut écrire, donc toute la partie rédactionnelle, et les ventes, donc la partie Mmh. annonce légale. Donc ce sont des activités qui sont encadrées
par le législateur avec des décrets. Donc on ne fait pas ce qu'on veut sur l'annonce légale, ça faut bien le savoir. En revanche, on a toute la liberté d'animer ce support, de le mettre en page comme on le souhaite sur la partie rédactionnelle, et puis d'animer ce support autour de la version, on va dire, papier ou web. Aujourd'hui, ce qui a changé par rapport à quelques années également, c'est que ce support, qui était à la base un support papier, habilité en papier, est devenu un support numérique, puisque dans le cadre de la loi Pacte en 2019, il y a une ouverture sur les SPEL, les supports de presse en ligne. Donc l'informateur a suivi cette tendance et est devenu aussi un support de presse en ligne. Donc toutes les formalités juridiques et qui donnent lieu à une publication d'annonce légale, cette publication d'annonce légale peut être faite sur notre site internet, donc sur notre informateurjudiciaire.fr. Donc en fait, c'est effectivement un passage obligatoire pour pouvoir continuer ces formalités auprès du greffe. Donc effectivement, Sabine, comme tu disais, si c'est une création, nous, on délivre une attestation de parution de la création pour que le chef d'entreprise ou le conseil qui accompagne le chef d'entreprise puisse récupérer ces formalités au sein du greffe, au sein de l'INSEE, numéro de SIRET, numéro de RCS et tout, voilà, tout ce qui s'ensuit, pour pouvoir justement, lui, poursuivre ses activités de son entreprise. Donc c'est indissociable. Donc c'est une obligation de passer par un journal d'annonce légale. Donc le journal d'annonce légale est habilité par département. Donc pour le coup, nous sommes habilités sur 2 départements, la Loire-Atlantique et la Vendée. Donc nous sommes habilités à publier les annonces des sociétés qui sont siégées dans ces 2 départements. Et vous êtes les seuls. Alors on n'est pas les seuls, on a des concurrents. Ok. Non, on a des concurrents, hein. On a des concurrents sur la version papier, on a des concurrents sur la version web, hein. Il y a assez de monde sur chaque territoire. On va dire qu'on est les seuls dans cette spécificité, puisque l'annonce légale, c'est notre modèle économique. Donc nous sommes vraiment un journal spécialisé sur l'annonce légale. Vraiment, c'est notre seul modèle. Ce qui nous confère, on existe depuis maintenant 105 ans, donc ça nous garantit aussi un professionnalisme, une expertise sur ce domaine d'activité. Moi, je me suis rendu compte assez rapidement que auprès des professionnels du droit et du chiffre, l'informateur, c'était une institution. C'était juste une évidence de publier son annonce légale dans l'informateur judiciaire. Et auprès des dirigeants d'entreprise, donc en fait, c'est là où c'est intéressant de voir que sur ce volet des économies, des chefs d'entreprise, il y a aussi une notoriété et un ancrage très fort. L'annonce légale, en fait, ça permet au chef d'entreprise d'effectuer une veille sur son activité, son secteur d'activité, et de connaître le baromètre, la santé des entreprises. Donc, il y a des entreprises qui utilisent toutes les créations de sociétés pour faire leur prospection, par exemple. Oui, c'est vrai. On peut aussi détecter à travers les transferts de sièges les nouvelles sociétés qui arrivent dans le département. Donc ça, c'est intéressant aussi pour effectuer la prospection des marchés. On peut récupérer les arrivées des nouveaux associés, les nominations de directeurs, de présidents. Donc tout ça, ça fait partie aussi d'une veille intéressante. Un autre regard aussi sur les annonces, nous publions les annonces des procédures collectives. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, j'en suis passée par là, de liquidation judiciaire. Donc une ouverture de procédure collective, donc redressement judiciaire, radiation, liquidation judiciaire, dissolution. Donc tous ces éléments sont des éléments importants pour l'entreprise, le chef d'entreprise qui souhaite effectuer une veille. Donc soit effectivement vérifier comment se porte son secteur d'activité, soit une opportunité d'affaires, puisque un redressement judiciaire peut être une opportunité de racheter un portefeuille dans son secteur d'activité, racheter une entreprise. Donc en fait, tous ces éléments ont une importance pour le chef d'entreprise, permettent vraiment d'effectuer une veille et de l'aider, l'accompagner dans sa gestion au quotidien. Si tant est qu'on arrive à décrypter et lire l'annonce légale. C'est ça. Mais bon, c'est assez simple, parce que ça s'apprend. Voilà, effectivement, on n'a pas besoin de faire d'études de juriste pour savoir lire une annonce légale. Donc voilà, ça c'est un volet qui, effectivement, quand on passe un coup d'œil sur ces pages, ne sont pas forcément très attractives, mais quand on comprend l'utilisation, l'usage de ces annonces légales,
peut être vraiment avoir un impact sur son quotidien. Et donc sur le volet éditorial, effectivement, là où on a fait un gros travail, on a profité d'un passage au 100 ans du journal et puis poussé aussi par la législation, puisque la loi Pacte a imposé aussi aux journaux d'annonce légale de mettre plus de contenu. Donc on est passé d'une obligation d'un tiers de contenu rédactionnel et 2 tiers d'annonce légale à 50%. Donc à l'équilibre. Ce qui nous a été pour nous une vraie chance, puisque ça nous a permis d'embaucher des journalistes et puis de refondre tout le journal, que ce soit de la ligne graphique à la ligne éditoriale. Donc en 2019, pour nous, ça a été aussi, on va dire, une nouvelle entreprise. Un passage sur un positionnement plus magazine. Donc on était en version périodicité hebdomadaire à cette époque-là. Donc c'était un rythme très très intense. Très. Et on a décidé d'upgrader notre magazine en prenant un photographe, donc avec qui on travaille depuis cette année-là, 2019, pour faire des couvertures vraiment plus professionnelles, avec une une qui accroche. Donc on a trouvé notre patte à l'IJ. Je pense que c'est en ça aussi on nous reconnaît, de pouvoir mettre en avant un dirigeant ou une dirigeante sur nos départements d'habilité en faisant un focus, une mise en lumière sur son activité professionnelle, son entreprise, son modèle. Et donc nous, on va dire qu'on informe sur des actualités d'entreprise de façon positive. On a voulu aussi véhiculer de l'optimisme. Trop souvent, j'ai entendu au démarrage de l'informateur judiciaire, quand j'allais voir un peu dans les kiosques où est-ce qu'était classé le journal, on me répondait c'est le cimetière des entreprises, c'est le journal qui dit qui se casse la gueule. Bon, autant dire que c'est pas très agréable. Et donc là, je me suis dit quand même si on pouvait envoyer un petit peu de bonheur. Donc c'est un peu le parti pris aussi, c'est de dire finalement nous on va pas faire ce que font d'autres, que font très bien les autres sur l'économie, sur les informations un petit peu plus froides économiques. On va y aller sur l'humain. Donc l'idée, le parti pris, c'était effectivement de faire parler les acteurs économiques du territoire et puis d'essayer d'aller chercher un peu d'inspiration et plutôt de prospective. Donc c'est en ça où on a trouvé un peu notre marque de fabrique et on essaye d'avoir sur chaque on va dire maintenant édition, puisqu'on va encore changer la périodicité, on va passer en mensuel là sur le prochain. Sur chaque édition, on essaye toujours d'avoir cette petite mise en lumière, ce focus, et qui permet de starifier aussi le ou la chef d'entreprise sur son territoire. Mais c'est assez évident et je trouve que votre patte, votre signature est ultra impactante. Donc ça, bravo pour ça. Et ça donne justement un regard différent sur, puisque moi, comme ce que tu viens de partager, j'avais une idée assez poussiéreuse de cet annuaire purement d'annonces, purement légales, en noir et blanc, où vraiment c'était l'ennui assuré, avec effectivement des indéchiffrables annonces qui nous annoncent les morts d'entreprises. Donc ça, c'est chouette de l'avoir renouvelé ainsi. En France, j'imagine qu'on a encore les vieux journaux d'annonces légales qui n'ont pas été dépoussiérés. Tu connais un peu Ça a quand même, ça a quand même bien évolué puisque Ouais. donc nous on fait partie d'un réseau qui s'appelle RHE, le réseau Hebdo Eco, donc qui compte aujourd'hui à peu près 27 titres comme le nôtre. On a tous quand même eu une mutation de nos journaux, modernisés, le passage au numérique aussi a poussé tous les journaux à se moderniser avec des journalistes vraiment de très bonne qualité sur la partie économique. Donc il y a quand même eu un grand virage de prix dans cette période justement 2019-2020 avec le passage au numérique. Donc ça, on n'a pas le choix de toute façon. On est obligé de suivre la tendance, la nouvelle technologie, et puis la concurrence est très bonne. Elle nous permet d'aller plus loin sur nos territoires. Nos équipes nous poussent aussi. C'est vraiment ça en fait, ce qui se passe sur les organisations. On n'a plus très peu en fait ce type de journal. Donc voilà, il y a eu quand même un virage qui a été pris. Nous, on travaille beaucoup
en collaboration, hein, avec les autres journaux, les autres confrères qui font partie d'autres groupes. Et on partage pas mal de pratiques aussi, hein, que ce soit sur D'accord. des Ouais. pratiques éditoriales, des pratiques commerciales, de partenariat aussi, puisque on est tous sur des départements très dynamiques. Donc Oui. on a tous forcément des organisations patronales, des CCI. Donc on travaille tous vraiment en partenariat avec ces organismes-là, toujours in fine pour répondre aux chefs d'entreprise, parce que c'est vraiment ce qui nous anime, hein. C'est Mmh. le, c'est les chefs d'entreprise, l'économie du territoire, et puis la partie juridique, puisque ça fait partie de notre singularité. Avec les annonces légales, on développe vraiment une rubrique, ce que nous on appelle le cercle des experts, Oui. où on fait parler nos experts. Donc on les Mmh. fait parler à travers leurs contributions rédactionnelles, et puis on organise des événements aussi maintenant pour faire rencontrer ces mondes juridiques, judiciaires et économiques. Mmh. Et concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous allez, vos interlocuteurs privilégiés sont les cabinets d'avocats. Enfin, qui sont Oui. vos interlocuteurs privilégiés? Ce sont ces personnes qui, à travers leurs clients, vous achètent des parutions. C'est ça, hein, le principe, hein, c'est qu'on paye à Non. l'annonce. Comment ça marche? En fait, on a vraiment un modèle spécifique, c'est-à-dire que nous, comment ça marche? C'est-à-dire ce qui nous nourrit, c'est l'annonce légale. Oui, Donc nos clients, ce sont ce qu'on appelle des prescripteurs, puisque oui, c'est pas eux qui sont à la dernière chaîne du produit, du circuit. Donc effectivement, nos prescripteurs sont les professionnels du droit et du chiffre, oui. donc les cabinets d'avocats, Expert mais comptable. spécialisés en corporate Oui, en droit des affaires, les experts, les notaires, et puis ça peut être aussi des cabinets de formalité, des directions juridiques de sociétés. Donc tous ceux qui sont amenés effectivement à faire du droit des affaires et accompagner les entreprises dans leur mmh, statut de société, modification de statut, qui génèrent une annonce légale. Donc voilà, oui, ce sont nos prescripteurs, dans le sens où ce sont des conseils aux entreprises. Donc c'est l'entreprise qui paye ses formalités juridiques via le prescripteur. oui. Donc voilà, on a vraiment, nous, on est dans du B2B, vraiment dans du lien de partenariat et de prescription. Et puis, donc ça, c'est vraiment pour le volet, on va dire, économique, financier de nos activités. Et puis sur le volet, on va dire, traditionnel et classique du schéma du magazine, donc on fonctionne comme tout journal, hein, c'est-à-dire Oui. qu'on vend des abonnements. On vend des abonnements, donc nos abonnés sont effectivement principalement des dirigeants, des chefs d'entreprise, profession du droit et du chiffre évidemment, hein, puisque c'est eux qui nous utilisent, mais c'est principalement les chefs d'entreprise qui achètent de l'abonnement. Donc c'est un abonnement annuel assez classique, donc en numérique ou en papier. Et puis après, au-delà de ça, on a aussi tout un support numérique avec des newsletters qu'on envoie chaque semaine. Et puis on anime aussi, on avait animé un podcast à l'époque avec une conception pure IG qui s'appelait Un inoubliable moment. Et puis un partenariat aussi avec notre partenaire Inextenso, avec qui on réalise les carnets de la transmission. Donc voilà, on essaye d'aller sur différents formats, un peu pluricanal, mais avec effectivement ce qui est peut-être un peu compliqué à comprendre, c'est que notre modèle économique fait en sorte que c'est un peu différent. C'est-à-dire que nos recettes ne reposent pas sur uniquement et des recettes de lecteurs ou publicitaires commerciales, c'est vraiment l'annonce légale. Oui, tu es maintenant judiciaire, oui. Mm. Depuis ces années, comment toi qui suis les mouvements vraiment du monde économique de notre territoire, comment tu vois les évolutions ces dernières années sur la forme, sur les domaines d'activité, sur les pratiques, sur la durabilité des entreprises? Est-ce que tu peux avoir, toi, cette vision un peu générale des mouvements du territoire, des mouvements économiques? Nous, on a une vision qui est celle effectivement de la réalité du marché, puisque de par les annonces légales, on suit, hein, on suit la santé des entreprises. Bon, malheureusement, ça vous aura pas échappé que la conjoncture est très difficile en ce moment. Les annonces notamment qui nous viennent des tribunaux de commerce sont plutôt dans le sens de l'expansion que dans l'autre sens. On
On a suivi aussi la période, on va dire, post-Covid, perfusée par les PGE, où là, il y a eu une baisse des annonces justement de procédures collectives. Et là, on arrive sur un niveau, on va dire, pratiquement avant Covid, même plus important. Donc, oui, malheureusement, le contexte n'est pas du tout positif. On le ressent même aujourd'hui dans la rédaction. Je disais qu'on essayait toujours d'avoir une ligne Oui. éditoriale positive. Bon, on ne peut pas non plus masquer la réalité, donc on a aussi malheureusement des articles et des actualités sur des sociétés qui vont mal et qui sont en redressement judiciaire, voire en cessation, en liquidation judiciaire. Donc oui, on suit le marché, on voit ce qui se passe, on voit bien sûr les secteurs qui sont en difficulté aujourd'hui, tels que l'immobilier, la construction, les transports. Voilà, on a cette vision alors globale sur nos territoires, puisque Oui. on est très sur la proximité, sur le local. Et bon, c'est le poumon aussi de ce qui se passe en France. Même le département de la Vendée, qui a le taux de Oui. chômage le moins élevé en France, tous aussi. Donc, ce sont pas des signaux très très encourageants, mais ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il y a toujours une énergie, en tout cas nous sur la Loire-Atlantique Mm. et la Vendée, puisque nos journalistes sont vraiment en proximité aussi des dirigeants. On sent quand même qu'il y a vraiment ce qu'on peut dire une résilience, une capacité à faire face aux problèmes, hein. De toute façon, c'est un peu l'ADN du chef d'entreprise, de pouvoir rebondir, de trouver des solutions. Donc on sent quand même une énergie qui est là en fait, hein, malgré ce contexte. Donc voilà, on essaie en tout cas nous de pouvoir couvrir la réalité tout en donnant des choses positives, hein, aux chefs d'entreprise. Mais on sent qu'il y a de l'espoir quand même, il y a de l'optimisme. Ouais. Et de l'envie et de Tout à l'inspiration fait. encore. Et de Alors, l'envie mm. et voilà, des équipes qui sont motivées. Et créative, il faut l'être en ce Oui, moment. exactement. Euh, une autre question, donc être à la direction de l'informateur judiciaire, c'est aussi mener toute une équipe, guider toute cette équipe. Alors tu parlais vous êtes assez nombreux quand même aujourd'hui, vous êtes 14, c'est ça? On est 14, oui. Oui, avec des fonctions donc de journalisme, de rédaction. J'imagine que c'est un travail de fourmi aussi d'aller collecter toutes ces informations ultra précises. Et puis en même temps de l'inspiration, vous êtes sur plusieurs niveaux d'information, c'est ça qui peut aussi surprendre. Voilà, donc ça fonctionne comme une entreprise, hein. C'est une entreprise, C'est une oui. entreprise. Et mais avec des partenariats spécifiques comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure. Et là, quels sont vos objectifs vous face à cette ambiance, à cet environnement qui effectivement est pas forcément extrêmement porteur, même si on a beaucoup d'envie. Comment vous, en tant qu'informateur judiciaire, vous voyez les choses? Vous allez donc vous ajustez votre format en format mensuel, c'est ça? Est-ce qu'il y a Oui. d'autres intentions, d'autres projets là dans les mois à venir? Alors, tout à fait. Il faut savoir qu'on n'est pas tout seul, hein. On fait partie d'un groupe donc Oui. oui, qui est composé de 5 journaux au total. On rayonne sur tout l'ouest, hein, Mm. de Saint-Malo jusqu'à Toulouse. Donc, on est sur 11 départements d'habilitation Ah oui. avec ces 5 journaux. La société mère se trouve à Bordeaux, pilotée par le journal, on va dire, leader sur le secteur de notre groupe en annonce légale, qui est les Échos judiciaires girondins. Donc voilà, on a des directives au niveau du groupe, on travaille, on réfléchit sur une stratégie du groupe et on harmonise et on redescend en fait toutes nos transformations et nos changements sur chacun de nos titres. Effectivement, là, il y a quelques mouvements opérés, donc on est passé déjà sur l'hebdomadaire puis le bimensuel et aujourd'hui on est plus sur le passage au mensuel et on régionalise sur l'ensemble en tout cas de nos 2 titres du Nord-Ouest, sur celui de Rennes qui s'appelle 7 jours et l'IJ sur nos départements. On régionalise, donc on va aller couvrir aussi les départements pour le coup Pays de la Loire, donc Maine-et-Loire, Sarthe et Mayenne, et puis pour le journal de 7 jours, couvrir toute la Bretagne. Ah. Donc aujourd'hui, effectivement, à Nantes,
et La Roche-sur-Yon, puisqu'on a un bureau aussi à La Roche-sur-Yon depuis 2022. On est 14. On a une belle équipe rédactionnelle, hein, puisque nous avons aussi l'obligation de produire du contenu suffisant pour répondre à nos habilitations numériques. C'est ce qui nous est demandé par les préfectures des départements. Donc on a une équipe de journalistes, on a un rédac chef qui pilote cette équipe, et on a aujourd'hui donc 2 journalistes en Vendée qui sont sur place, et puis on a, je me trompe pas, 4 journalistes sur la Loire-Atlantique. On ne s'ennuie pas. Et même avec le passage au mensuel, on ne s'ennuie pas, puisque ce qui change par rapport à avant, c'est notre présence sur le web. On publie à peu près 40 articles par semaine, hein, sur les 2 départements. Ouais. Donc ça demande quand même un rythme très Énorme. très dense pour nos équipes. On essaye d'être au mieux au plus près de l'actualité. Donc ça demande quand même une présence, une veille très très pointue de la part de nos équipes. L'ADN du journaliste, c'est aussi beaucoup de curiosité. Et puis une organisation, puisque il faut savoir travailler en équipe. Moi, j'ai la chance en fait d'avoir une équipe soudée qui sait faire face aussi aux aléas, hein, d'une entreprise, quand on a un collègue qui est absent, quand on a un changement de périodicité, quand on a tous des changements qui forcément peuvent impacter un petit peu le quotidien et le confort de nos collaborateurs. Donc voilà, j'ai quand même la chance d'avoir une équipe qui s'entend bien, qui est soudée et qui est passionnée. Parce que je pense que c'est un métier de passion aussi. C'est assez, c'est pas évident en fait dans le journalisme de trouver des personnes qui s'intéressent aussi à l'économie, au monde de Ouais. l'entrepreneuriat. Bon, on arrive à avoir des belles personnalités qu'on forme, qu'on accompagne, et c'est assez stimulant en fait, parce que ce sont des métiers où nos journalistes rencontrent beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, découvrent des métiers mais différents, des histoires mais des pépites en fait, et il y a vraiment quelque chose de pétillant dans ces histoires à raconter. Moi, évidemment, je suis convaincue de la puissance de votre communication parce que vous avez vraiment une signature particulière. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'IA? Qu'est-ce que vous en faites déjà? Évidemment, j'étais obligée de poser la question parce que dans nos univers de communication et de marketing, c'est un peu la question qui brûle les lèvres en ce moment. Comment elle participe ou elle ne va pas participer à vos actions et à votre création, votre conception? C'est un sujet en ce moment sur tous les secteurs d'activité. Pour nous, c'est une opportunité, hein. Il est hors de question de faire sans. On commence à travailler avec, hein, nos équipes en rédaction commencent à l'utiliser. Alors non pas pour remplacer le journalisme, mais au contraire, c'est un outil. C'est un outil qui permet de gagner du temps, mais nos journalistes sont très attachés à la source, à les sourcer, donc tout est vérifié. Toutes les informations sont vérifiées, donc le journaliste n'a pas peur de prendre son téléphone et de sourcer, de vérifier ces informations. Donc l'IA pour nous c'est vraiment un outil, un outil qui permet de gagner du temps, mais ça reste qu'un outil. Derrière, ça ne remplace pas la matière grise et la valeur ajoutée du journaliste. Aujourd'hui, il y a des intentions au niveau du groupe, hein, de former toutes nos équipes à l'IA pour pouvoir justement aller plus loin et être encore plus performants. Donc ça, c'est prévu. De la même façon, sur la partie graphique, puisqu'on peut faire de très très belles choses avec l'IA, on est sur un outil, on est sur toute la fonction InDesign Adobe, et qui propose déjà, hein, l'IA intégrée. Donc c'est pareil, on a notre graphiste qui est très curieuse et qui s'exerce dessus, puisque il serait vraiment dommage et ça n'a aucun sens de faire sans. Donc voilà, c'est de s'en servir, se l'approprier, encore une fois, pour être meilleur, mais pas pour remplacer une tâche ou une mission. Oui, De c'est la même vraiment au façon, service. sur la technologie des annonces légales, c'est la même chose. On a déjà commencé à l'utiliser puisqu'on retrouve, nous, à la fin de notre magazine, un résumé des annonces légales qu'on a effectivement travaillé avec un robot IA pour pouvoir formuler en tout cas les mentions obligatoires et résumer ces annonces-là. Au niveau des rubriques, donc j'ai vu que vous aviez des rubriques effectivement tel un magazine. Vous avez aussi rapproché le sport et le business, donc ça c'est intéressant aussi dans la ligne éditoriale. La rubrique art de vivre aussi. Et est-ce que vous irez
je sais pas, par rapport à ces fermetures d'entreprises, ces cessations qui peuvent laisser des marques et des traces, comme tu l'as expliqué par rapport à ton expérience personnelle aussi, chez les entrepreneurs, chez les dirigeants. Est-ce qu'il y aura un volet un peu plus tourné vers, j'en sais rien, l'émotionnel, le psychologique, des choses, tu vois, un peu plus impalpables, en fait, un peu plus invisibles, mais qui touchent bien évidemment tous les chefs d'entreprise par rapport à la confiance en soi, par rapport à l'audace, à la foi. Enfin, je crois qu'il en faut beaucoup en ce moment. Est-ce que vous pourrez un jour ouvrir une rubrique ou aller toucher des sujets comme ça, ou vous le faites peut-être déjà? Alors, on le fait déjà justement dans cette rubrique qui s'appelle le Cercle des experts, Oui, où là, on donne la parole à des experts. Alors, c'est tourné beaucoup sur le juridique, donc il y a beaucoup d'avocats qui écrivent, un peu des experts comptables aussi, des notaires qui ont aussi, on a un partenariat avec la Chambre de Loire-Atlantique, où on propose tout au long de l'année, en fait, que les notaires écrivent pour nous. Et on a aussi, on élargit, on ouvre aussi à d'autres professionnels, hein, des consultants. Je pense notamment à Benoît Pinault en Vendée, qui écrit pour nous aussi et qui intervient aussi sur ce genre de sujet, plutôt en mode coaching et ok. en accompagnement justement des entreprises en difficulté. On est intervenu, on a été partenaire aussi en interprofessionnalité au mois de novembre dernier sur les entreprises en difficulté. On a réécrit un article sur ce sujet-là. De façon à apporter aussi des conseils aux entreprises qui pourraient traverser ce genre d'épisode. Donc ça, on le fait effectivement à travers cette rubrique. Ce qui va être nouveau dans la nouvelle maquette régionale, et mensuelle et régionale, c'est qu'on va intégrer un baromètre des entreprises. Alors, on aime bien de temps en temps mettre quand même un peu de chiffres, même si on aime bien mettre en avant les histoires, le côté humain, on aime bien quand même mettre en perspective quelques infographies. On a commencé à le faire avec l'économètre sur un secteur d'activité à proprement parler. Et là, l'idée, c'est de mettre tous les mois un baromètre. Donc, on se source en fait des informations qui viennent du Conseil national du greffe, du tribunal de commerce. Donc, on va aller sourcer les informations mois par mois sur les créations, les immatriculations, les liquidations, enfin les cessations d'activité. Et on en fera un résumé sous forme de baromètre et Hmm. d'infographie chaque mois. Donc, voilà, ce qui donne aussi aux chefs d'entreprise une tendance. Oui. Forcément, c'est une tendance qui est au mois par rapport au mois de l'année d'avant, mais ça permet quand même de se situer un petit peu sur les tendances du secteur d'activité et de la santé des entreprises. Hmm. Et des dirigeants, Oui, peut-être, oui, tout à fait. parallèlement. Mhm. Oui, oui, oui. Et là, c'est pareil, la santé des dirigeants, on a déjà écrit des choses et on a quelques personnalités locales qui s'occupent bien des dirigeants et à qui on a déjà écrit des papiers sur eux. Donc oui, oui, ça fait partie Hmm. évidemment de notre ligne éditoriale. Hmm. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils ou peut-être un partage ou une anecdote à nous transmettre sur justement sur une histoire de dirigeant ou d'entreprise ou sur voilà, sur peut-être un conseil pour traverser cette période un petit peu chahutée ou voilà quelque chose qui t'a marqué ces derniers temps et que tu as envie de partager? Tu prends au Euh, dépourvu. oui. Non, mais Euh, il y je- a souvent des histoires marquantes en fait qui nous touchent personnellement, euh, ou peut-être des remarques que tu te fais intérieurement parce qu'on n'oublie pas que tu as cette vision quand même très de terrain, d'analyse, de ressenti aussi des marchés et des environnements. Donc je sais pas, quelque chose qui t'a parlé, qui te parle. Moi, ce qui me marque en ce moment, et je pense que voilà, c'est aussi en rapport avec ce contexte qu'on vit, qu'on traverse, j'ai l'impression que, alors je vais pas faire une redite de Les gens cherchent du sens, mais Mm. concrètement, j'ai pas mal dans mon entourage des personnes
qui se posent des questions sur leur vie professionnelle et qui ont envie de changer. Voilà, je trouve encore plus dans ces moments de crise certainement, où il y a une instabilité, qu'elle soit professionnelle, personnelle, et une envie aussi, une quête de plaisir, dans ce qu'on fait tous les jours, dans son activité. Il y a une fatigue générale avec le contexte qu'on vit, que ce soit géopolitique ou financier, économique. Donc c'est vraiment ce qui me marque en ce moment, que ce soit dans l'environnement personnel et professionnel, c'est cette envie de faire autre chose, quoi, d'une reconversion professionnelle et d'être entouré. Je pense que ça aussi, ça peut être, en tout cas, faire partie d'un conseil, puisque c'est le conseil qu'on entend avec nos conseils, c'est d'être entouré, en fait, d'être entouré, que ce soit dans sa famille, dans son milieu professionnel, avec des professionnels de son secteur d'activité, avec ses pairs, avec des conseils type professionnel du travail du chiffre. Je pense que c'est dans ces moments de crise qu'il faut pouvoir être le plus entouré possible. D'accord, merci. Et toi, à titre personnel, quelles sont tes ressources? Est-ce que tu as un film, un livre, je ne sais pas, des ressources qui te mettent en joie justement et qui te donnent de l'inspiration pour poursuivre ton activité? Oui, alors moi, il y a un livre qui m'a beaucoup inspirée et m'a donné beaucoup d'énergie, c'est Kilomètre Zéro. Ah oui, Euh, de Maud Ankawa. de Modakawa, tout Oui. à fait. Et j'ai lu le dernier aussi. C'est assez romancé, mais je trouve qu'il y a des beaux messages. Je pense que ce sont des livres qu'il faut relire assez régulièrement pour se remettre un petit peu dans la peau et dans les conseils qui sont donnés à travers cette romance. Non, mais j'aime bien un peu le côté nouveau, en fait, de pouvoir explorer des nouvelles choses, que ce soit dans la vie professionnelle ou la vie personnelle et les rencontres. Voilà, j'aime aussi rencontrer de nouvelles personnes. Je trouve que c'est toujours inspirant. Ça permet d'aller chercher autre chose et d'apprendre à se connaître soi-même. Je suis assez sportive, comme je le disais en début d'enregistrement, mais voilà, moi aujourd'hui, je fais de la course à pied. Je me suis inscrite dans un club de trail un peu tiré par une amie, et puis donc on fait des courses, on se challenge. Donc le prochain c'est le sentier du Vignoble avec 23 km, et le gros challenge c'est l'île Dieu avec plus de 40 km. Donc bon, voilà, ça demande un petit peu d'entraînement, donc ça prend un peu de temps, mais ça fait toujours du bien. Et puis à côté de ça, je fais du tennis, du golf aussi. Donc voilà, c'est des moments aussi de relaxation, de pause et de partage, puisque ce sont toujours des moments de partage qui me motivent aussi et qui me font avancer. Bon, merci. Et est-ce que tu as une envie ou une idée? Alors c'est pareil, je te prends au dépourvu d'une personne que tu aimerais entendre sur ce podcast, une femme qui t'inspire, une femme remarquable, flamboyante que je pourrais interviewer, qui a un Il y en a parcours plusieurs, il y en entrepreneurial. a plusieurs. Ah, Si il y tu en as a besoin, plusieurs, je peux te évidemment. donner une petite liste. J'en Une ai pas petite une, liste. mais Alors je j'en prendrai ai la liste. plusieurs. Ok, je prendrai la Oui, liste oui. complète. Oui, Euh, effectivement, j'en ai plusieurs. Je pense à plusieurs femmes qui sont inspirantes. Je pense à Catherine Lesage, qui était premier bâtonnier du barreau de Nantes en tant que femme, qui m'inspire beaucoup. Je pense à ma partenaire de course à pied, et avec qui, en fait, j'ai vécu une belle expérience, puisque nous avons fait le trekking des gazelles en 2023. Donc Mathilde Bourg, qui pourra te raconter son parcours et sa nouvelle expérience. Je vais pas spoiler sa nouvelle activité, mais je pense que ça va te plaire et ça va plaire à tes auditeurs. Je pense aussi à mon ancienne rédac chef, ma binôme de cœur au sein de l'IJ, donc Nelly Lambert, qui a eu un beau parcours aussi au sein de l'édition de la presse, et qui aujourd'hui rebondit en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, je pense que tu peux déjà Génial. commencer avec cette petite liste, et On les t'offrira tu si seras nécessaire. gâté. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver l'IJ?
comment on s'abonne et où est-ce qu'on vous trouve Donc là, le passage au mensuel, c'est quand? C'est avril, c'est Alors mai, c'est là, c'est dès le 1er avril, 1er avril. on publie le premier mensuel. Ok, On peut retrouver dans les kiosques. d'accord. Pour savoir dans quel kiosque, vous pouvez aller sur le site de l'informateur judiciaire pour retrouver dans les kiosques en vente à l'unité. Et puis l'idéal, c'est de s'abonner. Donc on a des formules de découverte où on peut s'abonner pour un seul numéro, ou pour 6 numéros, ou pour 12 numéros, puisque ce sera mensuel. Donc voilà, il y a la possibilité de s'abonner, ce qui est le plus simple finalement, puisqu'il suffit de s'abonner en ligne et puis de recevoir son magazine à domicile. Génial. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Bah, moi, je suis ravie d'avoir partagé cette expérience. En tout cas, j'espère que ça pourra donner des éléments d'inspiration pour d'autres personnes. Et puis, c'est comme je dis à ma fille qui est en plein Parcoursup et en plein choix orientation professionnelle, avec beaucoup de pression, que la vie, ça passe vite, mais elle est longue à la fois et qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, en fait. Il y en a Oui. plusieurs. Et même si au contraire, je lui souhaite de se tromper, parce qu'elle prendra un autre chemin qui l'amènera à découvrir encore d'autres choses. Oui. Et en écoutant des podcasts, on a beaucoup d'inspiration. Ça nous donne des Tout à clés fait, aussi de pistes à explorer. tout à fait. Merci D'accord. beaucoup, en tout cas, Laetitia, pour le moment Merci que tu as Sabine. consacré à Flamboyante. Et puis, merci de porter haut le dynamisme, les envies, l'innovation aussi dans notre région, portée par tous ces dirigeants et ces dirigeantes. C'est chouette. Merci infiniment. Merci beaucoup Sabine. À très bientôt. Merci, au revoir. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!